Ok. Bonjour. Donc là, pour cette masterclass, on est deux intervenants. Jean-Luc Corot qui va se présenter et moi-même, Iris Brémaud. Et on va vous parler de deux aspects qui combinent des aspects de sciences du bois et d'artisanat avec des points de vue assez différents mais complémentaires. Voilà. Je voulais dire autre chose, c'est bon ? Ouais, c'est toi. Donc Jean-Luc Corot, alors Iris Brémaud, elle est directrice de recherche au CNRS, moi je suis à l'université de Bordeaux, je suis un ancien de l'école, donc je suis content de revenir ici, quoi. Donc de vous raconter un petit peu ce que j'ai pu faire avec des collègues sur Notre-Dame, et c'est en lien avec cette thématique-là. Et je suis aussi content d'être avec Iris pour faire cette présentation. Et donc on a convenu de faire ça en 2 temps, et la première partie c'est Iris donc, qui va démarrer, et je prendrai le relais après. On fait comme ça ? Ouais, ça marche. Voilà, alors moi je vais commencer par une partie sur le lien entre artisanat et sciences, plus exactement sur le lien entre les savoirs des artisans et les sciences du bois. Comme Jean-Luc disait, je suis directrice de recherche au CNRS depuis le mois dernier. Je viens de la section mécanique du CNRS, sachant que j'avais aussi commencé à apprendre la lutherie quand j'étais jeune. Et dorénavant, je suis au sein de la commission interdisciplinaire environnement et société. Alors, l'artisanat en ce début de 21e siècle, qu'est-ce que ça peut évoquer ? Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous évoque. Donc, on a des définitions multiples. Donc certaines, celles que vous avez tous vues partout, l'artisanat, première entreprise de France, donc une définition qui insiste plus sur le côté économique, socio-économique, le fait qu'il s'agit de toutes petites entreprises, mais très nombreuses. Des définitions qui insistent plus sur le mode de fonctionnement de l'artisanat, en termes avec notamment le fait que ça soit hors contexte industriel de masse, soit antonyme avec l'industrie, et sur le fait qu'il y ait des qualifications et des dispositions, et le fait de travailler sur tous les stades de la transformation de la matière en objet. Il y a des définitions qui insistent plus sur la dimension culturelle et patrimoniale et le rôle social de l'artisanat, avec une vision qui peut être un peu plus traditionnelle, que ce soit dans les matières travaillées ou dans les techniques et les outils de travail, mais aussi sur l'importance des techniques et des savoirs artisanaux comme partie du patrimoine culturel immatériel. Et puis il y a des définitions qui émergent au début du XXe siècle, qui sont assez différentes de cette vision traditionnelle telle que vue par l'UNESCO. Là c'est Wikipédia, j'ai dit que c'était des choses grand public. Comme cette citation qui dit que si en ce début de XXIe siècle, l'économie virtuelle semble avoir montré ses limites, l'artisanat tel qu'il se forme actuellement, en représentant par opposition l'économie du réel, comme moyen d'évolution de la société vers une meilleure prise en compte des personnes et de l'environnement, pourrait être un espoir pour le bien-être des générations futures. Voilà, donc il y a des définitions très différentes. Et ça se traduit aussi par un renouveau d'attrait dans la société et dans les choix de vie des individus. Alors là, j'ai mis juste quelque chose trouvé sur Internet, différentes initiatives, différents médias, avec des titres relativement explicites comme « Créer un monde qui est fait pour durer » ou « L'artisanat est le futur du travail » ou « Le futur est fait à la main ». Ça se traduit aussi par une croissance de travaux, d'ouvrages, de réflexions académiques ou dans la société sur l'artisanat, sur le craft, sur le handmade. Alors là, c'est une analyse que j'ai faite, ce n'est pas une analyse statistique, ce n'est pas complet, ce n'est pas exhaustif. Il y a des biais, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout chercher ce qui a été fait depuis 200 ans, etc. Donc j'ai juste mis pour le 19e et le 20e siècle, j'ai mis uniquement quelques ouvrages qui me semblaient vraiment importants. Par contre, depuis les années 90, je pense que c'est assez représentatif de la croissance de la production académique sur le sujet. Vous voyez que l'échelle, elle n'est pas linéaire. Et donc, ouais, entre 1995 et 2005, il y a eu quelques ouvrages, 2005-2010 plus, 2010-2015, 2015-2020, beaucoup. Et depuis 2020, ce qui est il n'y a pas si longtemps, il y a quand même beaucoup de choses.
Et c'est que les ouvrages, il y a aussi d'autres productions, évidemment. Alors ça reflète aussi, ces nombreux ouvrages et essais, ça reflète aussi les dimensions multiples de l'artisanat. Quand on regarde la diversité des thématiques associées sur les ouvrages que j'avais présentés, une partie des ouvrages que j'avais présentés avant. Donc on a des thématiques qui sont liées à l'éternel serpent de mer de art ou artisanat, ou la récupération par le design, enfin ce genre de choses. Des choses sur l'économie, des choses sur l'implication politique d'une pratique artisanale, des choses sur l'histoire et les sociétés, des choses sur les liens avec les techniques et les sciences, et puis des choses sur le sens du travail, sur la construction des savoirs, et sur la perception, la relation avec la matière quand on travaille de façon artisanale. Sur cette diapo, bon, c'est pareil, c'est pas une ACP, hein, c'est pas une analyse statistique, c'est un groupement, une classification. Sur cette diapo, j'ai entouré en rouge les auteurs d'ouvrages qui étaient eux-mêmes praticiens, et en vert, les ouvrages qui traitent de métiers spécifiquement liés au bois. Et on voit qu'en fait, ça se distribue quand même pas mal du tout. C'est les ouvrages qui sont liés, qui ont été faits par des gens qui pratiquent ou qui portent sur le bois, ils se répartissent quand même assez bien du côté du sens du travail, de la construction des savoirs et de la relation à la matière. Alors, bon, on a un petit peu un biais toujours de regarder les choses comme elles sont à l'instant T et de se dire, bon, bah, c'est comme ça. Je pense que du coup, j'ai mis 2-3 petits jalons historiques vis-à-vis de la notion d'artisanat, de science, d'art, d'industrialisation. C'est évidemment pas quelque chose d'hyper complet historique, c'est juste une diapo. Juste pour rappeler que les artisanats sont passés d'un rôle majeur des artisans dans la société, dans les sociétés. Il y a de plus en plus de choses qui indiquent une implication forte des valeurs artisanes, d'expérimentation, etc., dans le développement de la science moderne. Et on peut définir à peu près 3 grandes époques historiques, donc du temps où tout était fait à la main, avec une deuxième période approximativement vers la Renaissance, où il y a eu l'émergence d'une distinction intellectuelle entre la notion d'art et d'artisanat. Puis la troisième période, pendant la révolution industrielle, qui a introduit une séparation entre la notion de l'objet artisanal et du produit fait à la machine. Donc d'une certaine manière, il y a une sorte de dépossession de la reconnaissance des artisans. Alors quand je dis de la reconnaissance, c'est plus de la reconnaissance que de la réalité, mais quand même une dépossession de la reconnaissance des artisanats, d'abord dans leur intentionnalité esthétique, ensuite dans leur continuum entre conception et réalisation au sein d'une même personne, et puis dans leur place par rapport à la production industrielle. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait sans douleur, ni sans résistance. Et donc depuis le XIXe siècle, évidemment, il y a une forte persistance de l'artisanat, et aussi le développement de pensées artisanes construites, en réaction ou en résistance à l'industrialisation, avec notamment le mouvement Arts and Crafts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement Arts and Crafts un petit peu. Donc c'est un mouvement en Angleterre dans la deuxième moitié du XIXe siècle, donc en plein boom de l'industrialisation, qui était en réaction à la piètre qualité des objets produits en masse dans le quotidien et aux mauvaises conditions de vie des ouvriers, avec des idées assez fortes, comme sur le fait qu'on ne peut s'épanouir et être fier de son ouvrage qu'en participant à chaque étape de sa réalisation et de sa fabrication, de réhabiliter le travail fait main, de sauvegarder et réapprendre les techniques traditionnelles, et un fort engagement sur la critique des logiques d'exploitation et de gaspillage. Il y a un mouvement qui a des idées similaires qui a émergé au Japon, qui est un pays avec une culture artisanale monstrueuse, donc qui a émergé dans les années 1925, le mouvement Mingei, aussi pour la revalorisation d'un artisanat issu d'une longue tradition, pour militer et produire des objets de tous les jours où il y a une beauté dans les objets de tous les jours, et promouvoir des choses qui soient simples, naturelles, sincères. C'est un mouvement assez philosophique et très intéressant.
Alors, si on revient au XXIe siècle, l'engouement autour du travail artisanal auprès d'individus ou de personnes ou de la société. Alors, quel est le sens d'un travail artisanal dans notre monde actuel? Un des premiers sens, c'est de faire quelque chose qui a du sens, que ce soit dans la manière dont on voit son propre métier ou dans la durabilité qu'on voit, dans la soutenabilité qu'on voit dans ses productions. Alors, il y a des recherches et essais en sociologie, en anthropologie, en philosophie, et pas mal par des praticiens. Et dans ces réflexions sur le sens du métier, il y a pas mal de choses qui reportent, notamment en sociologie, ou enfin dans tous ces travaux, de réorientation professionnelle de gens qui en ont un peu marre de ce qu'ils font et qui changent de métier, qui se tournent vers l'artisanat, ou de vocation initiale. Et les métiers artisanaux du bois sont bien représentés dans ces recherches et réflexions. Hop. Alors, le sens du travail artisanal et puis l'essence du travail artisanal, c'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué, il va y avoir un continuum entre la personne qui conçoit, qui réalise et qui éventuellement commercialise. Donc l'essence du travail artisanal, c'est lié à la pratique, à la relation avec la matière et à la construction de savoir. Alors ça va être un type de savoir global qui ne sépare pas la théorie et la pratique. Il y a des travaux qui évoquent que c'est une tendance humaine, par-delà l'artisanat, de vouloir bien faire son métier et d'avoir prise sur l'ensemble de ce qu'on exerce. Et puis beaucoup de choses sur le fait de travailler avec la matière, et qui implique, alors souvent avec des outils à main, mais également avec des outils machines, qui impliquent une connaissance intime de la matière. Il y a aussi des réflexions sur la proximité du métier de chercheur et du métier d'artisan, mais justement dans ce continuum entre théorie, réflexion, conception, pratique, expérimentation. Ah ben ça marche pas, je reviens à mon idée de départ, c'est ce qu'on fait en recherche en fait. Et ici aussi, les métiers du bois sont représentés dans nombre d'essais, que ce soit en ébénisterie, en tabletterie, en charpenterie de marine, en menuiserie, tout ça. Ça va, question timing? Alors, si on a une proximité entre réflexion de chercheurs et métier d'artisanat, qu'est-ce qui se passe entre sciences du bois et artisanat? Donc là, j'ai regardé les publications récentes dans quelques revues importantes en sciences du bois. Et j'ai fait une classification, c'est pas facile de la faire, mais bon, comme j'ai pu, entre pourcent d'articles sur les 5 dernières années qui relèvent de recherche fondamentale, que ce soit en sciences physiques ou naturelles, de recherche appliquée à visée industrielle, et de recherche qui établit un lien entre sciences quantitatives et contexte socioculturel au sens large. Donc j'ai inclus même les choses de perception, même quand c'est sur des objets industriels, les choses sur le patrimoine matériel, donc les objets ou les monuments, et tout ça c'est supérieur à l'artisanat. Bon, le rapport entre fondamental et appliqué est différent selon les revues, c'est normal, ça dépend de leur ligne éditoriale. Par contre, la proportion de recherches qui sont publiées sur des liens entre sciences du bois et contexte socioculturel reste très faible. Un tout petit peu moins dans le journal japonais, mais ça reste quand même très faible. Ça pose peut-être un problème de déséquilibre entre recherche financée et contexte dans la société. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'artisans du bois. Alors, ça ne veut pas dire que les recherches fondamentales ou certaines recherches industrielles ne peuvent pas servir aux artisans, mais n'empêche que, voilà, c'est juste, j'ai regardé un petit peu sur le site de la Chambre des métiers et des artisanats. Les artisanats spécifiquement bois, c'est fait au moins 99 300 entreprises. En fait, ça en fait plus parce qu'il y a des métiers où il n'y a pas le nombre indiqué. Donc il y a probablement un problème de déséquilibre quand même entre ce qu'on produit en recherche et la réalité des métiers. Alors les artisanats du bois, qu'est-ce que ça donne comme diversité des métiers? Là je me suis appuyée sur 2 listes qui sont plus liées aux métiers d'art, mais qui en fait incluent tous les métiers, même quand ils ne sont pas considérés comme métiers d'art. Donc il y a des métiers travaillant le bois dans les domaines de l'architecture et jardin, ameublement, décoration,
luminaires, bijouterie, coutellerie, tabletterie, mode, spectacle, jeux et jouets, facture d'instruments de musique, restauration, patrimoine matériel. Ça donne environ entre 50 et un peu plus de 60 métiers selon la liste française ou anglaise. Et ça, c'est un truc que je pense que vous ne connaissiez pas forcément. Vous êtes probablement au courant des espèces de bois menacées de la liste USN, Red List of Endangered Species. Donc en Angleterre, le comité pour les artisanats établit une classification un peu équivalente sur les métiers artisanaux, le statut de conservation ou de menace sur les métiers artisanaux. Donc le nombre de métiers augmente parce qu'au fur et à mesure des années, il recense de plus en plus de métiers, mais il y a quand même, au fur et à mesure que ça augmente, il y a aussi de plus en plus de métiers recensés qui sont menacés pour diverses raisons. Alors sur la diversité des métiers, ça fait combien de temps? Bon. Oh, ça va. Alors sur la diversité des métiers, ça s'associe aussi d'une diversité des essences de bois employées. Alors j'ai pris deux exemples en fait. Sur l'ébénisterie historique, juste en France, on peut recenser entre 73 et 103 espèces. Moi je travaille beaucoup en ce moment sur les sites web des fournisseurs de bois spécialisés pour différents métiers d'artisanat. Là j'en ai mis juste deux, et juste en France. Sur l'ébénisterie tournage actuel, on est à au moins 130 espèces commercialisées pour les artisans à l'heure actuelle. Et ensuite, pareil, moi je travaille beaucoup sur la lutherie au sens large. Sur la lutherie guitare actuelle, on a recensé au moins 80 espèces qui sont d'usage courant, vraiment assez bien établies, à près de 450 espèces utilisées par les luthiers en guitare en Europe et Amérique du Nord. Ça commence à faire beaucoup, 450. Et là, je vous ai mis une illustration de seulement 80 espèces qui sont utilisées pour les fonds et éclisses. Et en fait, c'est histoire de faire une cartographie visuelle en fonction du prix de vente et en fonction de la fréquence du nombre de fournisseurs qui les proposent. Je ne vais pas détailler, mais je pense que ça donne un très joli arc-en-ciel d'esthétique du bois. Un autre aspect, la lutherie guitare artisanale, elle utilise au moins 90 espèces, d'après des enquêtes qu'on a fait à un instant T en France, donc un instant en un lieu. Il y a une étude sur la lutherie guitare industrielle dans tous les plus gros fournisseurs du monde entier qui donnait que 55 espèces. Donc, une fois de plus de diversité dans des usages artisanaux. Avant-dernière diapositive, avant de passer à Notre-Dame. La diversité des bois et des usages artisanaux, ça c'était une vision à l'instant T, comme j'ai dit. On peut avoir des perspectives intéressantes dans l'histoire récente, notamment par des travaux que je trouve super intéressants de collègues en Autriche, qui ont travaillé sur l'identification des bois dans plus de 9000 objets de musées d'art et tradition populaire, donc des objets de la vie de tous les jours, des objets techniques, des skis, des manches d'outils, enfin... Et ils ont aussi fait des caractérisations physiques des espèces identifiées. Alors ce qu'il en ressort, c'est que presque tous les objets techniques, technologiques et du quotidien étaient ou pouvaient être faits en bois il y a à peine plus d'un siècle. Il en ressort aussi que 48 espèces étaient utilisées, alors qu'en 2016, il n'y avait plus que seulement 24 espèces considérées comme commerciales en Autriche. Il en ressortait aussi une diversité de propriétés qu'on semble avoir oubliées. Ici, c'est la moyenne et l'écart type obtenus sur une large base de données sur les bois tempérés. Et on voit qu'en fait, juste là, c'est vraiment une étude en Autriche. Là, c'est des bois tempérés des différents continents. En fait, sur cette étude, en travaillant sur des bois utilisés dans des artisanats traditionnels de la vie quotidienne, ils ont repéré plein d'espèces qu'on a complètement oubliées et qui ont des densités qui sortent complètement des distributions principales. Alors, je voulais vous donner une illustration du lien, parce que là j'ai parlé des artisanats et un petit peu de l'aspect science du bois.
une illustration de comment on peut essayer de travailler entre scientifiques et artisans. Ensuite, Jean-Luc montrera une autre manière. À travers un projet récent qu'on avait qui s'appelait Time for Woodcraft, le temps des artisans du bois, le temps des bois d'artisanat, où on était vraiment à égalité, donc 6 chercheurs en mécanique du bois, en dendrochronologie, en archéologie, en anthropologie, et 6 artisans en charpente, en lutherie, en ébénisterie, en tournage. Et on voulait, ça s'appelle Time for Woodcraft parce qu'on pensait qu'il est temps de repenser notre rapport au temps et à la matière, et parce qu'il y avait 4 approches différentes. Donc on a comparé la manière dont on se représente l'objet d'étude qu'on avait choisi, le temps, entre chercheurs et artisans. Là, ça fait un peu mal. Nous, on a beaucoup parlé de vieillir. Eux, ils ont beaucoup parlé de faire. C'est bon, un peu pour... Mais en fait, c'est très intéressant de regarder les différentes choses qu'on exprime sur un thème qui est assez universel. On a travaillé, on a analysé la perception par des artisans de différents continents et cultures de marqueurs temporels du bois, que ce soit en termes de formation du bois dans l'arbre ou de comportement mécanique dépendant du temps du bois. On a travaillé par des enquêtes sur les dimensions du temps qui sont exprimées par des artisans, avec une grosse place donnée au temps du travail artisanal, au temps que ça prend de faire des choses, au temps que ça prend d'acquérir l'expérience, des choses sur le temps du bois, avec pas mal de choses sur une certaine conscience écologique vis-à-vis de la durée de croissance des arbres, et des choses vis-à-vis du temps historique. Et ensuite, on a travaillé sur la comparaison de différentes notions de vieillissement, telles qu'on le voit, telles qu'on le voit en termes de physique du bois, avec différents mécanismes de vieillissement, tels que des artisans peuvent l'appréhender avec des techniques de restauration ou de vieillissement artificiel, par exemple ici pour des restaurations dans le domaine du mobilier, et ensuite comme on l'appréhende dans le cas de bâtiments, avec des différentes notions sur les concepts soit de reconstruction, soit de restauration de bâtiments au cours de leur évolution dans le temps. Et donc là, on va passer à la structure et à un bâtiment assez célèbre. Merci. On a entendu la perche. Ok. Ouais. Donc on a une petite transition donc, sur les supports. Donc je vais faire une présentation, il y a quelques diapositives, je vais essayer de vous poser les problématiques en relation avec ce qu'a évoqué Iris. Alors le temps que ça se mette en place, il y a des éléments importants qui me paraissent importants au travers de la présentation d'Iris. C'était cette histoire de continuum dans l'artisanat, c'est-à-dire on conçoit, on fait, on réalise, et quelque part on assume, mettons, l'objet qu'on a créé et sa fonctionnalité, d'accord, quel que soit l'objet. Donc là, je vais vous présenter une thématique qui est sur la reconstruction de Notre-Dame, où on est sur un objet qui est ancien, qui hérite de l'artisan, okay, charpentier. Donc on va se focaliser sur, alors c'est un mot que je veux dire quand même qui est du génie civil, mais on est sur des technologies médiévales, suite à l'incendie, et on est dans une problématique de reconstruction. Et quelque part, cette charpente était le fruit d'un travail des artisans à l'époque, des maîtres charpentiers, d'accord, qui prenaient, c'est ça qu'il faut retenir, un petit peu la responsabilité de mettre et d'édifier des objets, okay, dont ils avaient la responsabilité après sur la tenue. Là, quand on fait la reconstruction suite à l'incendie, le schéma il a totalement changé. Parce que par rapport aux siècles qui se sont passés, ben, l'ingénierie est intervenue. Et quand on doit requalifier la charpente qui a été faite à l'identique, ça c'est un vaste débat, et il y aura une petite diapo après qui veut signifier qu'est-ce que veut dire reconstruire à l'identique. Donc à l'identique déjà c'est reproduire le geste du charpentier. Mais c'est reproduire le geste du charpentier qui n'a plus la responsabilité de la tenue de la structure, puisque derrière il y a des architectes, c'est eux qui signent derrière. Donc on se retrouve à faire une construction à l'identique, mais avec des responsabilités qui ne sont plus les mêmes. Et donc, pour rejoindre ce que disait Iris, on a une sorte de continuité, mais qui est complètement divisée par justement des activités d'ingénierie, de contrôle,
de qualité des bois qui est en fait généré ou qui est, on va dire, tracé par de la normalisation. Donc le chantier de Notre-Dame, on est sur de la charpente traditionnelle, ce qui revient autour du terme de la tradition à évoquer les techniques de l'artisanat de l'époque. On refait donc cette charpente, mais sous une condition qui est bien différente de l'identique, c'est qu'on est sous une réglementation contemporaine. Vous faites des cours, pour la plupart d'entre vous, en construction bois, quand vous abordez ce thème-là, il y a les Eurocodes, et la plupart la majorité du contenu de ces Eurocodes est faite pour des bois contemporains, et les bois contemporains, ce sont des bois secs. Donc la question, c'est comment reconstruire à l'identique en justifiant d'une réglementation qui date des années 2000. Donc déjà, on arrive sur une dualité, un paradoxe plutôt, auquel il va falloir répondre. Alors quand je vous présente cette diapo, à la suite de l'incendie, il y a un émoi qui a surgi sur une problématique qui est patrimoine, donc on est en lien aussi avec l'héritage de l'artisanat, des maîtres charpentiers. Et dès qu'il y a eu l'incendie, on voit cette fragmentation qui est contemporaine, où on a les compagnons, bien évidemment, qui se sont manifestés dès 2020 pour dire on peut reconstruire cette charpente au niveau du geste. Okay. Ensuite, on a une perception aussi, sciences humaines et sociales, justement par rapport à l'objet. Donc on a des gens comme Frédéric Epo qui ont retracé un petit peu l'historique de cette charpente, parce que justement on a pris conscience par l'incendie de Notre-Dame qu'il y a un patrimoine, on va dire, de structures anciennes à surveiller. Donc c'est des métiers qui sont en lien avec l'artisanat. Okay. Il y a les sciences du bois, donc Bernard Thibault a évoqué justement qu'est-ce que les sciences du bois pouvaient apporter au niveau de cette reconstruction. Vous voyez, c'est quelque part des compétences bien divisées qui se fédèrent autour de l'objet reconstruction. Et il y a la volonté de reconstruire avec, alors là c'est moins, excusez-moi l'expression, c'est un petit peu moins sexy, de dire oui, on va reconstruire une charpente ancienne, mais avec un contexte d'analyse de risque, c'est-à-dire des coefficients de sécurité, de fiabilité, donc de normes. Avec des bois qui ne sont pas normalisés, mais qui historiquement sont employés par les maîtres charpentiers. Donc là, on arrive dans une problématique où on doit intervenir, et il y a un caractère qui est très contemporain, enfin c'est très perso ce que je veux dire, mais si vous regardez, l'incendie, on est en 2019, déjà on commence à donner des actions, même 6 mois après l'accident. C'est-à-dire déjà il y a des solutions qui commencent à émerger dans le but de reconstruire à l'identique. Donc l'idée, c'est que c'est l'État qui a mis en place un chantier scientifique de reconstruction qui a permis de rassembler tous ces acteurs qui parlent de la reconstruction de la charpente, donc les métiers, les compagnons. Vous avez les bureaux d'études, vous avez les gens qui sont spécialisés en sciences du bois pour évoquer un petit peu les qualités des bois, comment c'était sélectionner les bois pour pouvoir refaire. Donc il y a tout un historique sur l'utilisation des bois pour cette charpente-là. Et comme je vous l'ai dit aussi, une analyse structurelle, parce que derrière quand même, il faut apporter une réponse pour que derrière on puisse dire et avoir le tampon d'une signature pour une réouverture. Okay, donc le chantier scientifique, il a reconstitué en fait ce continuum qui permet de collecter les bois, édifier les bois, édifier les structures pour reconstruire la cathédrale. Alors avec deux lots principaux, la flèche qui ne date pas de la même, la flèche, donc ce qu'on appelle la flèche, c'est ce que vous voyez en rouge, je pense que vous le savez tous, donc qui n'est pas à la même époque, ça a été fait ultérieurement par rapport au vaisseau central qu'on appelle la charpente de la nef. Donc moi je vais me focaliser plutôt sur des aspects, on va plutôt travailler sur les aspects de la nef. Alors il y a un point important, il faut cliquer ici. Ouais. Ça. Non, c'est bon. Il y a un point qui me paraît important avec les formations, puisqu'on est à l'école ici, je pense qu'il y a des gens de master aussi qui sont dans l'auditoire. Il y a quelque chose à mettre en place, selon moi. Donc ça, je le tire d'Étienne Klein, qui est un chercheur, qui est très reconnu. C'est une question difficile, je suis souvent confronté à la discussion. Ouais, il y a l'ingénierie, la recherche, on cherche, on ne trouve pas.
C'est un truc un petit peu branquignolent dans la tête de l'ingénieur. Et moi, sortant d'une école d'ingénieur, à un moment, j'ai revu ma copie. Et en plus, derrière, vous avez la tradition, la charpente, où il y a des modes d'édification, il y a toute une culture. Et quand on est dans une problématique de patrimoine, on est confronté à ça. Alors, les sciences de l'ingénieur, c'est un cercle qui est fermé, c'est-à-dire il y a des connaissances établies, et avec les connaissances établies, on résout des problèmes. Donc, quand on est ingénieur, quand on a une culture de l'ingénieur, on résout des problèmes à partir de faits établis en physique, en ce que vous voulez, ça peut être en sciences sociales, des choses comme ça. Il y a un corpus de connaissances établies, vérifiées par le passé. Vous avez en même temps, quelque part, l'artisanat, la tradition, le poids de la tradition qui permet de trouver des solutions technologiques pour édifier des bâtiments. Et ça peut être aussi des problématiques de sciences de l'ingénieur parce qu'on arrive maintenant à coder des savoirs, à numériser des connaissances. Donc c'est pour ça qu'il y a une interaction. Là-dedans, la recherche, vous voyez, il y a un contour qui est ouvert, c'est essayer de répondre à des questions où on n'a pas les réponses. Donc ça, c'est la grosse différence. Et donc, quand on fait des sciences du bois, qu'on est sollicité sur Notre-Dame, comme ça pourrait être sur des objets du patrimoine ou des objets qui sont relatifs à l'artisanat, on est véritablement sur ces trois cercles-là. Et l'idée, c'est que l'ingénierie serve à la tradition, au métier de l'artisanat, que la culture de l'artisanat serve à l'ingénierie et que la recherche apporte et consolide les connaissances pour avoir de nouvelles techniques au niveau des sciences de l'ingénieur et peut-être des justifications, des protocoles qu'on avait dans l'artisanat qui ne sont pas forcément détaillés, mais qui sont répétés par les utilisations dans les chantiers. Okay, donc il y a tout un travail à faire, et comme maintenant on parle de circuits courts, notamment dans la construction, on va revenir sur des gisements de matériaux en circuit court. Je pense qu'on revient à une continuité au niveau de la charpente sur justement la construction de la forêt, l'artisan, jusqu'aux règles de sécurité à la construction. Okay, donc la recherche, elle se situe là et elle répond à des questions que n'a pas forcément l'ingénieur. Et on se retrouve des fois à avoir des débats par rapport à ce schéma que je vous montrais ici. Quand on a un charpentier qui discute avec un gars qui fait des calculs de structure, il y a le sens pratique, mais l'ingénieur des structures, lui, veut un coefficient. On est sur des bois où le charpentier va dire c'est du bois de bonne qualité. Ça veut dire quoi? Au sens de l'ingénieur, ça ne veut pas dire que le charpentier dit des bêtises, là-dedans. Il sait comment quantifier tout ça. Par contre, on est sur des flux d'informations qui sont fous, qui va quand même au niveau de la logique contemporaine un petit peu, qui passe par justement de la normalisation. Okay, et on est contraint aussi par l'urgence. Donc l'urgence vient un petit peu diviser le dialogue. Et sur le chantier de Notre-Dame, on a essayé de concevoir un petit peu justement ce dialogue. Hop, c'est pas dans le bon sens. En timing, je sais plus combien j'ai, pardon. Je vais regarder. Excusez-moi. Ouais. Alors, il faut bien penser, voilà, l'ingénierie là-dedans, elle est en interaction avec la tradition, l'artisanat, parce qu'on est sur des technologies médiévales. Et on doit reconstruire une charpente à l'identique. Alors, il y a des relevés qui ont été faits. Donc là, on rentre un petit peu sur quelques diapos sur Notre-Dame. Je ne vais pas m'étendre sur le chantier de Notre-Dame, parce qu'on est sur une problématique quand même d'artisanat. Voilà, voilà la charpente qui a disparu lors de l'incendie. Donc on la voit, ça tout le monde... vous pouvez trouver ça sur internet, il n'y a pas de problème. Reconstruire à l'identique déjà, ça veut dire quoi? Tout le monde dit ça. Est-ce que c'est les mêmes bois? Déjà non. Ça va être sous des normes. Il n'y en avait pas avant. Je vais reconstruire une forme. Je pense que ça c'est... à l'identique pour tout le monde, c'est reconcevoir une forme, mais une forme avec un ingénieur derrière qui veut des coefficients de sécurité, ça devient un problème un petit peu difficile. Et il y a un truc qui est terrible aussi, c'est de dire, ah bon, ben, cette charpente, on va la remonter, ça fait quand même quelques siècles qu'elle tenait. Sauf que, quand vous regardez bien cette charpente qu'on appelait la forêt, alors je ne sais pas si on va l'appeler la forêt maintenant, ça tient, oui. Mais si on commence à regarder un peu plus, il y a des renforts en haut. Ça, c'est une ferme. Hein, vous voyez, quand vous regardez Notre-Dame, là, c'est le trait rouge, hein, en coupe. Okay, on est sur la 3e ferme derrière les beffrois.
Alors attention, je suis en train de vous montrer qu'à l'identique, ça va poser des problèmes, et des problèmes peut-être d'avenir. Voilà, donc là, ce que je vous montre, c'est des renforcements. Donc ça tient, ouais, mais c'est renforcé. Ah, c'est renforcé aussi ici. C'est renforcé aussi ici. C'est renforcé aussi ici. C'est renforcé aussi ici. À chaque assemblage, il y a un renforcement. Ok? Alors, c'est pas toutes les fermes. Par contre, ce que je peux vous dire sur les pieds, il y en a 50. Il y a 49 pieds qui ont été renforcés. Ok? Donc là, le problème de sécurité se pose. Ok? Donc, pour revenir à la diapo principale, quand vous avez vu il y a des techniques de levage, ok, par exemple, qui datent. Avec des chèvres, on pouvait lever les éléments. Les techniques de levage vont conditionner aussi la performance de la structure. Okay. Donc reconstruire à l'identique, normalement, on aurait dû reconstruire. Au niveau historique, on ne sait pas trop comment elle a été montée. Il y a plusieurs scénarios ou de phasage de chantier. Nous, on pense, sur le petit groupe, quand on a travaillé sur la charpente, là, vous avez vu, vous levez des grues, ça arrive, c'est préfabriqué, vous les posez. Okay. Toutes les pièces de bois étaient montées une par une. Ça, c'est notre théorie. Il y a d'autres théories qui disent on montait les pièces de bois, on montait les fers, mais après on les basculait. C'est ce que vous avez vu sur le parvis, si vous trouvez des vidéos. Tout ça, il faut bien comprendre que ça va impacter le degré de sécurité de la charpente. La façon de monter, tout ça. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça relie l'artisanat, la façon de monter, à l'analyse du calcul de structure de l'ingénieur. Et comme on est sur des bois qui ne sont pas secs, les eurocodes que peut-être vous connaissez un petit peu, ben, ils ne sont pas renseignés. Donc là, on a besoin de la recherche pour alimenter les eurocodes qui ne sont pas à la sauce médiévale. D'accord? Et c'est encore plus conforté parce que tous les assemblages que vous avez là, ben, en fait, ils ont fissuré. Il y a des endommagements. Okay, et ces endommagements conditionnent quelque part des comportements différés, des flèches excessives qui ont été en fait réparées au cours du temps. Ce qui va se passer dans la reconstruction, ça on le voit comme ça, donc ça a été, le volume a été refait, le phasage, le volume, c'est-à-dire les dimensions de la charpente ont été refaits. Okay. Déjà, ça c'est le premier critère qui est facile à comprendre, enfin qui vient à l'esprit quand on parle de reconstruire à l'identique. Par contre, on avait conscience de ça. Et quand on fait un petit peu d'histoire et qu'on va discuter, ça c'était très intéressant de discuter avec les compagnons, mais quand vous n'avez que cette information-là, donc ça quelque part, il n'y a pas eu de relevé, il date d'une vingtaine d'années ce relevé, il n'y a pas eu de relevé plus précis sur la charpente du vaisseau central, on n'a pas le détail d'assemblage. On sait que c'est des tonneaux Mortez, mais après les tonneaux Mortez, il y a différentes façons de faire. Okay. Là, les pieds de ferme que vous avez, c'est des renforts, on ne peut pas démonter, donc on a des informations qui sont relativement discrètes. Hein, et ces assemblages, ça c'est des discours où justement, au niveau des sciences du bois, quand on a commencé à discuter, on qualifie les bois, il y a eu des travaux qui ont été faits, c'est des bois donc on va équarrir à la hache pour avoir une bonne rigidité, une résistance en flexion. Donc il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de démonstrations dans ce sens-là. Par contre, quand on fait de la mécanique des structures, ce qu'on montre, c'est que le comportement de la charpente, il n'est pas dépendant de comment on équarrit le bois. C'est la qualité des assemblages qui prédomine, à 80%. Donc si vous équarissiez des bois bien propres, humides, hein, si derrière vous ne faites pas attention, parce que à la sortie, justement, dès l'année qui a suivi l'incendie, il y avait quand même des papiers dans ce sens-là. Si vous mettez un degré de vigilance sur la qualité des bois, comment il faut les sortir sur un débit pour une résistance en flexion, ce n'est pas le critère qui fait le degré de sécurité de la charpente. Ça va être la qualité des assemblages. Et là, on revient quand même sur le travail du charpentier. Sur des bois qui, en plus, vont sécher sur place. Donc, qui vont créer, alors je ne dis pas des jeux, mais qui vont créer des ouvertures et donc des degrés de liberté qui vont expliquer en fait des flèches qu'on avait de 2 cm. Okay, alors 2 cm sur une charpente qui fait 13 mètres de portée, j'ai oublié de le dire, il y a 13 mètres de portée, il y a quasiment autant en hauteur. Okay, 2 cm de flèche, c'est pas beaucoup, mais 2 cm de flèche, ça peut engendrer des fissures sur tous les autres assemblages. Okay, ça ne va pas s'écrouler, mais par contre, ça va respirer énormément.
Et la fissure est un moyen de soulager des surcontraintes en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a été un petit peu sollicité dans ce sens-là. Donc on se retrouve à reconstruire à l'identique. Donc il y a eu toute une enquête de fait sur les assemblages, et là, il y a eu travail avec justement les compagnons du devoir pour requalifier ces assemblages-là, et qui ont été ensuite recalculés avec les eurocodes, plus des travaux de la recherche qui ont permis d'alimenter et d'anticiper un petit peu le comportement à long terme de cette structure-là. Okay, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une charpente qui, dans sa volumétrie, est la même, il n'y a pas de souci. Au niveau des assemblages, il y a quelques problématiques de fait. Donc on est sur des terminologies connues, tonneau mortaise, embrèvement, enfin des choses comme ça, c'est beaucoup de tonneaux mortaise. Par contre, ce qui est clair et net, c'est que quand on a été reconstruit, je vais vous montrer une diapo. Donc c'est ça que... Ah non, je reviens en arrière. C'est sûr que si je reviens en arrière, ça ne va pas aller. Ça, je vais... Ouais, voilà. Donc on a fait la reconstruction et on a pu justement, avec les sciences, les laboratoires et les centres de formation, on a pu reconcevoir à l'échelle 1 une travée. Donc là, on a fédéré, alors c'était en région Nouvelle-Aquitaine, justement des artisans qui ont permis de reconstruire cette travée sur la base des plans qu'on avait. Okay. Par contre, le choix des assemblages, on l'a laissé le libre arbitre, sous vérification réglementaire qu'on essaie de faire. On a laissé justement les solutions aux compagnons charpentiers. Et ce qui a été intéressant, c'est un chantier école, c'est qu'on a fait monter ça à des étudiants qui ont pu lever la charpente. Donc pour vous donner une idée, là, il y a 12 tonnes de bois qui ont été montées. Donc 12 tonnes de bois humide. Et donc on a pu faire une maquette 3D, ça fait travailler les jeunes, et ça a permis ensuite d'avoir déjà des renseignements sur l'édification, sur le chantier scientifique, parce qu'on est relié au chantier scientifique, donc on part des plans, qui sont historiques, plans. On a fait de la modélisation, on a fait travailler des jeunes avec des compagnons charpentiers, donc on a reproduit des gestes, mais il faut bien comprendre que les assemblages qu'on a mis sur cette maquette-là, après, quand ça a été refait sur Notre-Dame, il y a eu des discussions, que ce ne sont pas les mêmes assemblages, il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais en pied de ferme, il y a eu des choix un petit peu différents. Okay. Et qu'est-ce qu'on a fait à partir de là? On était toujours en lien avec le chantier scientifique, donc la charpente, voilà, vous la voyez, vous êtes sur le chantier, là, donc la forêt, ça c'est la forêt qui a été reconstituée. Donc là-dedans, c'est principalement des tonneaux de mortaise, et les tonneaux de mortaise ont été recalculés sous un état vert avec un passage qui va passer à du bois sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des simulations numériques issues des sciences du bois, issues de la mécanique des structures, okay, où en fait, on est venu discuter avec les gâcheurs, donc le gâcheur, le maître charpentier, on va dire, où on a demandé, c'est là où c'est intéressant, de tailler les assemblages en connaissance du retrait qu'il va y avoir sur les assemblages. Donc ils ont fait des surcotes, okay, qui n'étaient pas en fait la méthodologie de départ. Donc on prenait les bois, on les ajustait, on venait faire un assemblage qui était biché. Biché, ça veut dire ça plaque bien. Okay. Là, pour éviter ces déformations, il y a les dessins des assemblages et le dialogue avec les charpentiers, ça a été de mettre des surcotes de manière à ce que ça biche à long terme, les appuis-pentes, de manière à exploiter au mieux les contacts bois sur bois. Donc ça, c'est relativement intéressant, et je pense que c'est l'ingénierie qui va arriver de plus en plus, où il faut reconstruire le continuum entre le geste du charpentier et la connaissance scientifique. Et quand on est dans cette situation-là, c'est profitable pour l'ingénieur, puisqu'il veut conforter un petit peu sa performance des assemblages, et ça donne aussi une consolidation, on va dire, un peu plus théorique pour le charpentier, et peut-être revoir un petit peu ses méthodes aussi, ou à ajuster en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et c'est le continuum, le dialogue entre le charpentier, les sciences et l'ingénierie qui permettent en fait de répondre au mieux à une problématique de sécurité des ouvrages quand on est sur des problématiques de construction. Okay. Alors ensuite, sur les évolutions, ah non, c'est pas là. Je finirai là-dessus. Vous voyez, donc il y a le chantier, donc on a des jeunes qui ont remonté les murs, on a des jeunes après qui ont taillé des futurs compagnons du devoir qui ont taillé les chevrons formant ferme, et on a fait un levage qui n'est pas le levage que vous avez vu à Notre-Dame. Donc ça conditionne le comportement de Notre-Dame de Felletin. Ça se passe à Felletin, on l'appelle Felletin parce qu'elle n'aura pas le même comportement que celle de Paris. Par contre,
C'est là où je vais, après peut-être on va passer aux questions. Donc vous voyez, il y a 150 personnes, donc on revient à la tradition et sous justement le prétexte de l'accident, on est en train de retracer un continuum, jeune, formation, sachant, compagnon du devoir, ingénierie, et là il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment sur la préservation du patrimoine. Donc ça c'est tout l'intérêt du chantier de Notre-Dame, au-delà de la reconstruction, c'est que sur les chantiers du patrimoine où on se relie à l'artisanat, il y a des choses qui se formalisent de manière à avoir une continuité, qu'a évoqué Iris. Voilà. Derrière, il y a un truc qui est assez paradoxal, c'est qu'on a dû faire des manips pour justement compléter des données, et là quand on monte une manip, ben nous, en labo, on fait de l'artisanat. Là, c'est on conçoit, on met en place, on mesure. En fait, on a tout le continuum. Donc, on arrive à reboucler. Donc, le travail un petit peu de labo. Vous voyez, même, on est obligé de monter, parce qu'on a fait un peu d'escalade quand on était jeune. On est obligé de monter pour aller mettre des capteurs, etc. Au-delà des contraintes de sécurité, des fois. Et donc, on va mettre des dispositifs qu'on développe parce qu'on a besoin de renseignements par rapport à une thématique de sécurité des ouvrages, en tout cas pour ce qui nous incombe, nous, dans le laboratoire dans lequel je suis particulièrement. Et donc, ça nous amène à utiliser différents dispositifs. Alors, on a testé un peu tout. Le scanner, ça vient bien à tout le monde pour mesurer les déplacements d'ensemble quand la structure va sécher. Scanner 3D. Bon, je vais le dire de manière crue, ça ne marche pas. Ça fait des belles images, mais ça ne marche pas. Voilà. Parce qu'on n'a pas assez de précision. On a des petits déplacements. On n'a pas assez de précision quand on va reconstruire l'image. Donc le truc un peu sexy d'utiliser du numérique pour avoir un volume, c'est sympa. Pour aller faire de la métrologie et renseigner, non, là il faut dire pour l'instant on n'est pas au point. Voilà. Ces techniques de 3D, ben, ça a été aussi un point que voulaient utiliser les architectes pour le suivi de cette charpente qui va respirer au fur et à mesure des années à Paris, quoi. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a développé? Ben, des systèmes de mesure, de monitoring, pour créer ce qu'on appelle un jumeau numérique. La charpente de Notre-Dame, là, maintenant, comme elle est conçue, vous avez un jumeau numérique, vous avez des charpentiers qui la surveillent et il y a des capteurs qui dialoguent de manière à voir les suivis, sachant que derrière, il peut y avoir des risques de ruine, des assemblages qui ne vont pas écrouler la structure. Mais par contre, on peut avoir les cinétiques, un petit peu de déplacement, et si on doit intervenir, je pense qu'il y a tout intérêt pour les... Ça n'engage que moi, pour les architectes, d'intervenir à minima. C'est-à-dire s'il y a des assemblages qui commencent un petit peu à dessouder, parce qu'ils vont dessouder, ça c'est convenu, on l'a refait à l'identique, donc les pathologies sur les assemblages, on risque de les revoir, même si on a optimisé un petit peu les côtes. Okay. Donc on développe des systèmes de monitoring, et ces systèmes de monitoring, ils sont dupliqués, on aurait bien aimé instrumenter toute la charpente, la flèche, mais au moins c'est un coût. Et aussi une image un petit peu, il faut faire attention quand on moniteur des charpentes, une image un petit peu de dire ouais, on monitor une charpente bois parce que le bois ça tient pas, c'est à dire que quelque part on n'a pas confiance sur le matériau alors qu'on cherche juste de la donnée. Et donc là dedans quelque part on essaie d'introduire artificiellement de l'observation qu'avait le maître charpentier pour avoir de la data qui va permettre après de conforter des connaissances pour des aspects de sécurité et de connaissance aussi de l'effet qu'a le matériau sur une structure. Donc voilà, il y a plein de diapos où sur l'humidité, on a développé des petits systèmes, il y a plein de labos qui font ça, et on regarde comment on a une perte d'humidité au bout de je ne sais plus combien de temps, je suis marqué, au bout d'un an. Voilà, on a des bois qui sèchent, il y a des gens qui nous disent pendant 20 ans le bois il va être humide dans la charpente, nous on arrive à 2 ans que ça sera sec. Donc vous voyez, il y a un gap, je ne sais pas qui a raison, mais à un moment il y aura un juste milieu. Voilà, parce qu'on arrive à monitorer les choses. Et là-dedans, on est toujours dans un discours maintenant avec les compagnons du devoir, par exemple, là-dessus. Voilà. Donc après, je peux vous montrer des photos, on mesure les mouvements d'ensemble, les phénomènes de retrait, le bois, il va se raccourcir en séchant, et ça va amener, regardez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, ça peu importe. Voilà, les assemblages, alors ça c'est sur la réplique de Feltin, hein. Voilà, les assemblages vont travailler. Donc ça bichait au départ, hein. C'est-à-dire par exemple cet assemblage-là, il n'y avait pas de jour. Et donc il y a des degrés de liberté qui vont apparaître. Et ces degrés de liberté peuvent amener des pathologies qui ne sont pas maîtrisées par les règles de calcul déjà. Et ensuite qui sont constatées sur la charpente qui avait disparu. Donc voilà en gros le travail qu'on peut réaliser. Et c'est ce lien où il y a un dialogue artisanat, tradition, science,
qui peut être établi et qui, à mon avis, est un enjeu majeur quand on est intéressé par la construction bois, pour défendre ce matériau et surtout préserver aussi le patrimoine qu'on a. Parce que là, il y a des objets, il y a pas mal d'objets à conserver et à analyser en termes de santé structurelle. Voilà. S'il y a des questions. Mais dans ce cas-là, la charte. Oui. Oui. Oui, alors après on ne peut pas tout reproduire, hein, déjà d'avoir eu ce... Effectivement, c'est pas le même objet, on a la même volumétrie quelque part, ok, et on sait que quand ça va être couvert, ça va sécher beaucoup plus à Paris. Et donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que sur le chantier, ils ont déjà resserré des assemblages. Voilà. Et ça fait, si je ne me trompe pas, on arrive à une année où elle a été édifiée, hein. Ça fait 1 an qu'elle est édifiée sur tout le vaisseau central, couverte c'est un peu moins. Et donc il y a des resserrages d'assemblage, et justement ça c'est fait. Resserrer un assemblage, c'est vraiment un métier où là c'est l'artisan qui sait faire. Par contre, mettre en relevé pour après renseigner le modèle, là il y a quelque chose d'intéressant à développer qui rejoint quelque part le continuum, qu'on a un petit peu segmenté par discipline. Voilà. Et ce qui n'est pas forcément bon. Et là, justement, c'est un prétexte à... Donc il faut être aware. Merci.